fait plaisir de vous accueillir pour cette journée de colloque sur la mobilisation des connaissances pour l'innovation sociale, organisée conjointement par les Entretiens Jacques-Cartier et par les Fonds de recherche du Québec et par notamment le Fonds de recherche du Québec, Société Culture. Thank you to Concordia University for welcoming us in its great campus downtown for the day. La mobilisation des connaissances renvoie à l'idée que les connaissances issues de la recherche ou les résultats des recherches mènent à moyen terme ou à long terme à l'action, que ce soit sous forme d'innovation technologique, médicale ou sociale, sous forme de produits, de procédés, de pratiques, de politiques. On souhaite aussi que ces connaissances mènent à un changement qui répond à des préoccupations, des besoins, des problèmes, que ce soit des problèmes identifiés par des organismes, des collectivités ou des milieux de la société. Il s'agit d'un concept parapluie qui couvre plusieurs notions de coproduction, co-construction des connaissances, transfert, diffusion, dissémination, traduction, application, valorisation, mise en valeur, appropriation, échange et partage de connaissances. Je ne pense pas qu'on va passer la journée à débattre de terminologie, mais on va utiliser ce concept de mobilisation des connaissances comme concept parapluie. Le principal objectif du colloque est d'échanger sur le rôle de la mobilisation des connaissances pour favoriser l'innovation sociale et sur les façons de la déployer. Pour ce faire, nous entendrons des intervenants de France, de Belgique et du Québec. Pour que l'innovation surgisse et s'épanouisse, quelles sont les avenues les plus fécondes en matière de mobilisation des connaissances? Quelles sont les approches les plus porteuses ou novatrices pour accélérer le partage, l'appropriation et l'utilisation des connaissances? Quelle est la place, par exemple, du modèle du laboratoire vivant, Living Lab, une approche centrée sur les usagers, pour soutenir l'innovation et pour accroître l'utilisation des connaissances issues de la recherche? Quelle est la portée de la recherche collaborative dans une perspective où l'expérience terrain contribue à accroître la mobilisation des connaissances et des savoirs expérientiels dans différents domaines et secteurs de recherche? Quel est le partage des rôles entre les acteurs du système de recherche et d'innovation? Quelles sont les particularités françaises, québécoises ou belges à cet égard? Alors, nous disposons d'une journée complète pour faire un état de la situation, en débattre et y réfléchir. Au terme de la journée, nous allons produire une synthèse qui sera élaborée par les gens des Fonds de recherche du Québec. Et dans ce document synthèse, nous proposerons également des pistes et nous inviterons à partager cette synthèse avec les gens de votre milieu. Si on fait un petit rappel, beaucoup d'acteurs sociaux et du monde de la recherche au Québec ont été impliqués dans des consultations pour l'élaboration d'une politique nationale de recherche et d'innovation qui a été dévoilée l'an dernier. Et cette politique-là fait une place importante à la recherche-action, qui est une espèce de notion qui couvre les différents aspects de l'innovation sociale. Et je pense que cette journée aussi va nous aider à imaginer des pistes possibles de mise en œuvre éventuelle de cette politique nationale de recherche et d'innovation. Après les deux conférences d'ouverture que nous avons confiées à des acteurs de premier plan en raison de leur vision globale quant à l'état des lieux en France et au Québec, nous avons organisé la journée en fonction des principaux acteurs actifs en matière de mobilisation des connaissances en sciences sociales et humaines, des organismes subventionnaires, des chercheurs dans le domaine, des organismes de valorisation et de transfert, et finalement des utilisateurs de la recherche. Nous avons également invité le professeur Juan Luis Klein à prononcer une conférence sur l'innovation sociale au retour de la pause du midi. Mais juste avant la pause du midi, nous accueillerons la Fédération des sciences humaines du Canada, qui procédera au lancement d'un rapport sur les impacts de la recherche en sciences humaines. Nous tous, ici, savons que la recherche et l'enseignement dans le domaine des sciences sociales et humaines ont des impacts importants, mais la définition et la mesure de ces incidences représentent un énorme défi pour chacun. Grâce au lancement de ce rapport, nous pouvons espérer faire du progrès dans cette direction. Donc, une journée très chargée en perspective, mais aussi, et c'est ce que nous espérons, des présentations et des échanges qui nous feront avancer dans la compréhension des interactions entre le savoir et le monde réel, et surtout sur la contribution des sciences sociales et humaines à l'évolution de nos sociétés. Alors, il me fait plaisir maintenant d'agir à titre de président de séance pour les deux conférences d'ouverture et de vous présenter les deux conférenciers.
Chaque conférencier disposera à son tour de rôle de 15 minutes pour sa présentation et nous poursuivrons avec une période de questions ouvertes aux participants. Alors, je vous invite à réfléchir tout de suite aux questions que vous voudrez bien leur poser. Permettez-moi de vous présenter d'abord Patrice Bourdelet, qui est depuis 2010 directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de recherche scientifique à Paris. Historien et démographe, Patrice Bourdelet est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a successivement enseigné à l'Université de Paris 1, de Paris 9 et chercheur au CNRS avant d'être élu à l'École des hautes études en sciences sociales en 1993, où il a dirigé le Centre de recherche historique. Il a travaillé sur les épidémies du choléra, sur le vieillissement de la population et sur les populations de l'industrie, puis sur l'histoire des épidémies et de la santé publique. Le transfert des connaissances est l'une des priorités du Centre national de recherche scientifique français. Comment se traduit-elle en sciences sociales et humaines? Alors, j'invite Patrice à nous en parler maintenant. Chers collègues, bonjour. J'ai fait un petit peu évoluer le titre du papier qui était présenté dans le programme en parlant plutôt de valorisation et de mobilisation des connaissances en tant que priorité nationale pour le CNRS et en ajoutant que les SHS sont elles aussi concernées, ce qui ne va pas toujours de soi, et vous verrez à quel point nos choix collectifs d'implication dans la valorisation et dans la mobilisation des connaissances en SHS sont assez différents de ceux qui ont dominé, me semble-t-il, au Québec depuis une vingtaine d'années. J'aimerais d'abord débuter cette intervention en soulignant que s'intéresser à la mobilisation et au transfert des connaissances en sciences humaines et sociales ne signifie pas que l'on dévalorise la recherche dite fondamentale ou que l'on rompe avec le paradigme des Lumières, certes fondateur, qui affirmait que le progrès social était une des conséquences des progrès de la connaissance et des sciences. La philosophie des Lumières, l'arithmétique politique ou l'économie de ce XVIIIe siècle était orientée non vers une tour de Babel universitaire et académique, mais bien vers un effort de compréhension et de transformation des sociétés contemporaines. Le XIXe siècle a été marqué par des efforts considérables afin de mener à bien des enquêtes créatrices de connaissances qui ont débouché sur, sans doute, un corpus de lois sociales et d'amélioration de la santé publique sans égal en termes de concentration, qu'il s'agisse en France, mais plus généralement en Europe, de lois sur les logements insalubres, sur la réglementation du travail des enfants, le travail de nuit des femmes, les accidents et la maladie professionnelle, la limitation de la durée du travail, etc. Toutes ces lois n'auraient pas été votées sans l'accumulation de connaissances réalisées par la multiplication des travaux de recherche tout au long de ce siècle. Il n'y a donc rien, au fond, de particulièrement nouveau dans notre volonté partagée d'encourager nos collègues à assurer des opérations de mobilisation des connaissances vers la société qui paie leur salaire. Je ne parlerai pas ici de diffusion des connaissances, parce que la diffusion des connaissances, dans l'acception franco-française d'Europe, c'est plutôt quelque chose qui se fait par la publication des grandes revues, par des livres plus ou moins grand public, mais au fond, dont le cœur reste à destination du milieu universitaire et d'un public cultivé, comme l'on dit là-bas. Mais en rien centré sur des opérations de mobilisation en faveur d'actions spécifiques à mener avec des grands milieux industriels, économiques ou de décisions politiques. Et donc ici, il s'agit bien de voir dans quelle mesure nos connaissances de recherche sont mobilisées afin de mieux comprendre les phénomènes sociaux qui nous entourent et donc de participer, autant faire que peu, à une amélioration du fonctionnement de la société et de l'économie. Alors cette mobilisation et ce transfert des connaissances, en fait, se font depuis assez longtemps
par la participation régulière de nombreux universitaires en tant qu'experts à des commissions, à des groupes de travail ministériels, parlementaires, régionaux, qui transmettent, j'allais dire presque au quotidien. Mais il est difficile d'avoir un recensement de l'ampleur de cette mobilisation en fait des collègues dans ces groupes de réflexion en lien avec la décision politique. Mais c'est une manière évidemment fondamentalement efficace et permanente de faire passer d'un monde à l'autre, si je puis dire, à la fois l'émergence d'idées nouvelles ou d'approches nouvelles, la proposition de solutions inédites assises sur ou adossées à des recherches récentes dont les résultats sont tout à fait précieux. Mais au fond, c'est une situation assez confortable pour nos collègues parce que la décision ne leur appartient pas. En dernière instance, ce sont bien les décideurs politiques qui prennent les décisions. Et il est donc toujours possible aux experts de dire qu'on n'a pas suivi leurs avis, pourtant fort éclairés. Il y a dans les sciences humaines et sociales françaises une dimension critique très importante. Et au fond, il y a toujours aussi une méfiance, je pense pouvoir le dire comme ça, à l'égard du politique. Je donne 2 exemples français récents de cette mise en place d'idées nouvelles et de dispositifs nouveaux suivis cette fois-ci par le monde politique, le revenu minimum d'insertion, puis le revenu de solidarité active, 2 salaires minimaux, entre guillemets, versés à des personnes qui sont touchées par des phénomènes de chômage ou d'exclusion sociale. C'est un premier grand exemple. Le deuxième exemple, c'est la prise en compte, plus récemment, de la pénibilité du travail dans le calcul ou bien de l'âge à la retraite ou bien de la durée de travail. L'idée étant que lorsqu'on a été exposé à une pénibilité forte du travail, on acquiert des droits supérieurs, si je puis dire, en termes de nombre de trimestres ou autres, pour la retraite à venir. Donc il s'agit d'une diffusion et d'un transfert, d'une mobilisation des connaissances permanentes ici, avec réellement des forts échanges constants qui aboutissent à des avancées sociales ou législatives importantes, mais peu visibles. À l'autre extrémité du spectre, chez nos collègues, nous avons ceux qui conduisent le portage de la mobilisation de connaissances et du transfert jusqu'à la création de start-up. La création de start-up, en SHS aussi, ce mouvement existe, ne fait que commencer, en dehors évidemment de tout ce qui est cabinet de conseil et autres, qui est une formule classique de valorisation de la recherche. C'est la raison pour laquelle, en arrivant à la direction des sciences humaines et sociales du CNRS en 2010, j'ai souhaité organiser un premier salon consacré à la valorisation en sciences humaines et sociales. Ce premier salon a eu lieu en mai 2013. Son objectif était à la fois de permettre une forme de recensement des activités de valorisation des collègues, puis de rendre un peu plus visibles ces projets déjà souvent aboutis sous forme de réalisation, voire de produits. Ce premier salon a permis de prendre une plus juste mesure en fait, de l'ampleur du mouvement et de ses caractéristiques. Nous avons reçu à peu près 130 projets, donc d'exposition dans un stand. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de parler de ce qu'on fait, il s'agissait de montrer un produit, plus ou moins fini, en lien avec la valorisation des recherches. Et donc, 130 à peu près projets, nous en avons retenu 40 qui ont bénéficié donc d'un stand et du soutien logistique de l'organisation, qui ont pu aussi transmettre à tout le public qui est passé, 850 personnes par jour. Bon, c'est peu, c'est beaucoup, ça dépend de ce qu'on a en tête comme objectif. En tout cas, pour un premier salon, c'était pas trop mal. Et ce salon a permis surtout de mettre en évidence, d'une part, d'abord, les principales thématiques concernées par cette valorisation, je vais y revenir, puis
aussi les grands types de transfert et de mobilisation des connaissances réalisées. Sur les grandes thématiques, il est apparu 4 grandes thématiques qui permettaient d'organiser ces stands. Une grande thématique sur espace et territoire, qui illustre assez bien à quel point la géographie, puisque c'est elle qui était surtout concernée en tant que discipline classique, même si l'économie et la sociologie participaient à cette thématique. Donc je disais que ça illustre assez bien la révolution connue par la géographie du fait de la géomatique, au fond, et de la formalisation des approches. Je reviendrai sur les contenus ensuite. La deuxième grande thématique concerne le patrimoine. Et pour toutes nos communautés de lettres et humanités classiques, je dois dire que ça a été une divine surprise de constater à quel point elles n'étaient pas marginalisées ou oubliées sur le bord du chemin, mais au contraire centrales dans les nouveaux dispositifs de valorisation et de mise en valeur, évidemment, du patrimoine. Donc se retrouvent ici à la fois des spécialistes de l'architecture ancienne, mais des historiens, des spécialistes de littérature, etc. Troisième grande thématique sur l'éducation, la formation et la rééducation. C'est une thématique qui a été portée par les collègues de linguistique, de sciences cognitives en particulier, et qui permettait de proposer un certain nombre de logiciels, en particulier d'analyse des défauts de parole, de dyslexie, etc., et de proposer un certain nombre d'outils de rééducation. Et puis enfin, un troisième thème, un quatrième thème, un petit peu attrape-tout, mais important, c'est la concentration des expertises et donc des propositions d'expertise à nos acteurs sociaux, qu'il s'agisse d'organiser une veille de l'innovation, qu'il s'agisse de l'accès à de nouveaux logiciels. Et là, je peux dire que toutes les disciplines classiques des sciences humaines et sociales sont concernées. Si je passe aux principaux types de transferts maintenant et de mobilisation, nous avons d'abord et majoritairement une ouverture en ligne de bases de données qui donnent accès aux résultats des travaux d'érudition au grand public. Il peut s'agir de textes d'accès difficile ou quasiment introuvables, et je pense ici à toute l'activité que déploient nos collègues des études classiques, mais aussi tous les outils des humanités digitales. Alors finalement, j'ai opté pour une traduction qui est devenue humanité digitale au lieu de numérique, parce que le numérique est un petit peu... Voilà. Donc, humanité digitale qui change, au fond, profondément la manière de faire de la recherche et la manière de rendre accessible la recherche dans tous ces domaines. Évidemment aussi beaucoup d'ouverture en ligne, de reconstitution 3D de bâtiments, de villes, qui permettent d'avancer dans la prise en main d'une architecture locale. Donc ça, c'est un premier grand ensemble, un premier grand type de mobilisation et de produits. Le second concerne des applications. Par exemple, je vous donne un exemple, une application pour smartphone qui propose, pour une ville donnée dans laquelle vous êtes touriste piéton, donc de vous envoyer un signal dès que vous passez devant un monument, un portail, un édifice remarquable, et de vous donner accès immédiatement à une page d'information et de documentation, ce qui, voyez bien, permet de recycler d'une nouvelle manière un peu inattendue l'érudition la plus classique et la plus poussiéreuse, j'allais dire. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, autre grand type de transfert et de mobilisation, les logiciels d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure et de rééducation. Donc là, nous avons tout un secteur vraiment qui travaille de façon très pluridisciplinaire entre, je le disais tout à l'heure, la linguistique, les sciences cognitives, puis les neurosciences, et pour lesquelles il y a des inventions d'appareils même, et d'inventions de logiciels permettant la rééducation. Évidemment, dans ce groupe-là, vous avez aussi des logiciels de jeux éducatifs assez nombreux, produits par nos laboratoires.
et les collègues. Enfin, et ça n'était pas le moindre des ensembles, des logiciels paramétrables issus, au fond, des réflexions des systèmes complexes, logiciels paramétrables d'aide à la prise de décision, qu'il s'agisse, je le disais tout à l'heure, de faciliter l'accès des marchandises et la circulation des marchandises dans une grande ville, ou qu'il s'agisse d'organiser la réponse publique à la suite d'une catastrophe industrielle ou d'une crise environnementale soudaine. Donc on a là des produits vraiment nouveaux. Ce qui est remarquable, je crois, c'est l'omniprésence des réalisations dans tous ces produits liés à l'usage des outils numériques, qui ont vraiment été aujourd'hui fortement investis dans les sciences humaines et sociales. Alors, pour terminer, je voudrais m'arrêter quelques instants sur un exemple qui illustre bien les relations dialectiques, j'allais dire, qui unissent recherche fondamentale et recherche plus appliquée aux valorisations, par un exemple très particulier et qui me permet d'avoir un peu le sourire aussi en terminant. Une collègue, historienne des techniques, Dominique Cardon, a longtemps travaillé afin de retrouver, par toutes les méthodes possibles, c'est-à-dire l'analyse des archives, mais aussi l'archéologie, les sources des colorants naturels utilisés à l'époque médiévale. Une collaboration avec le Centre régional d'innovation et de transfert de technologies horticoles de Rochefort-sur-Mer a permis de reprendre la culture des plantes tinctoriales, de les sélectionner, d'en extraire les principes colorants, si bien que la France est aujourd'hui premier exportateur mondial de pigments naturels. Alors je pense que ça porte sur des tout petits tonnages, le commerce mondial. Mais c'était plutôt inattendu, vous voyez, de déboucher ainsi vers cette application, d'autant plus que Chanel a produit plusieurs de ses rouges à lèvres à partir de ces pigments naturels et a ouvert une nouvelle possibilité de collaboration à Dominique Cardon. Enfin, une petite entreprise montpelliéraine propose aujourd'hui des cuirs et des tissus travaillés en teinture naturelle qui sont fort prisés sur toutes les scènes des grands opéras et théâtres nationaux, en tout cas européens, peut-être ici aussi, je ne sais pas. Tout cela grâce aux travaux dits fondamentaux de Dominique Cardon. Donc, pour conclure, pour essayer d'éviter de dépasser mon temps, j'insisterai sur cette dynamique féconde qui unit en fait recherche de base, recherche appliquée, valorisation. Les nouvelles formes de collaboration entre chercheurs et agents et décideurs dans le cadre de ce qu'on appelle, mais qui n'est pas encore très développé en France. Alors, je ne sais pas comment vous traduisez ça, vous devez avoir une traduction, vous, ici. Le Community-Based Research, mais aussi les nouvelles relations qui se nouent entre les chercheurs et les citoyens pour tout ce qui est le crowdsourcing. Ce sont des nouvelles démarches qui vont permettre, évidemment, qui permettent déjà une mobilisation des connaissances de manière totalement différente de ce que nous faisions jusqu'à présent. Les évolutions de ces dernières années sont nombreuses, rapides, et nous sommes frappés par leur ampleur. Donc autant de raisons pour organiser un nouveau salon de la valorisation à Paris que nous tiendrons en juin 2015, qui va prendre une dimension internationale parce que les collègues allemands étaient venus au premier et nous ont dit « Ah, ça serait bien qu'on puisse participer nous aussi ». Donc nous aurons quelques stands de collègues allemands et je crois savoir qu'il y aura aussi quelques stands de collègues québécois. Donc écoutez, nous nous retrouverons pour un certain nombre d'entre vous à Paris en juin 2015 avec des collègues belges, allemands, autour de ces questions de valorisation. Alors moi non plus, je n'ai pas voulu trop insister sur les différences entre transfert, mobilisation, valorisation, parce que je pense que l'essentiel, c'était de montrer ce que nous faisons et la manière dont les choses ont bougé, avec une difficulté principale en France, mais je pense que nous y reviendrons dans la journée, c'est que compte tenu de la culture hypercritique des sciences humaines et sociales, il est difficile de faire du community-based research sans que les chercheurs de sciences humaines et sociales se retrouvent au coude à coude dans les manifestations avec la population contre toute nouvelle mesure qui serait proposée. Donc voilà, je termine comme ça. Merci beaucoup. Alors,
Merci beaucoup, Patrice. Et vraiment, félicitations pour cette initiative qui émane de toi, de créer ce salon de l'innovation sociale. Et merci aussi d'inviter nos collègues du Québec au prochain salon. On va beaucoup apprécier. Passons immédiatement à la présentation de notre second conférencier, M. Robert Proulx. Robert Proulx est recteur de l'Université du Québec à Montréal depuis janvier 2013. Il y occupait depuis 2008 le poste de vice-recteur à la vie académique. Titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal et détenteur d'une maîtrise et d'un baccalauréat en psychologie de l'UQAM, M. Proulx a été professeur au département de psychologie de l'UQAM de 1978 à 2007, département qu'il a également dirigé de 1994 à 1997. Il a été également doyen de la Faculté des sciences humaines de 1999 à 2008. Chercheur réputé dans le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives, il s'intéresse entre autres à l'élaboration de modèles des processus cognitifs humains, l'étude des systèmes dynamiques et interactifs et la psychologie de l'apprentissage. L'Université du Québec à Montréal a fait de la mobilisation des connaissances une dimension importante de sa raison d'être et de sa mission à travers son service aux collectivités. La recherche en innovation sociale y occupe une place de choix. Alors, la question qu'on lui pose, c'est où en sommes-nous dans les universités québécoises en matière de mobilisation des connaissances dans le secteur des sciences sociales humaines, des arts et des lettres, et en particulier, où en sommes-nous à l'UQAM? Merci, M. Proulx. Chers collègues, chers amis, bonjour. Merci aux organisateurs de ce colloque de me donner l'occasion de discuter de la question de la mobilisation des connaissances. En fait, on m'a introduit en me disant « Où en sommes-nous dans les universités du Québec en matière de mobilisation du savoir dans les champs des sciences humaines, arts et lettres? » Voilà la question ambitieuse à laquelle les organisateurs du colloque m'ont demandé de réfléchir. En fait, je pense que j'aurais dû réfléchir davantage avant d'accepter la proposition. Pourquoi? Parce que répondre à cette question en quelques minutes, c'est une chose pratiquement impossible. Aujourd'hui, tout le monde le sait, toutes les universités se sont données pour mission d'être à l'écoute des besoins de la société, de contribuer au mieux-être de leur collectivité. En fait, l'Université Tour d'Ivoire, si tant est qu'elle ait jamais existé, ne caractérise absolument plus le paysage universitaire au 21e siècle. Les savoirs qui sont issus de la recherche universitaire sont de plus en plus disséminés, transmis, partagés, échangés, donnant lieu à de multiples applications, multiples utilisations et aussi multiples innovations. Cette tendance forte, pour ainsi dire, une sorte de grande œuvre moderne qui permet la transmutation du savoir abstrait en action concrète, fait partie de toutes les missions des universités. Mais d'où vient cette idée de s'accrocher à la mobilisation des connaissances? Comme c'est le cas dans la plupart des domaines, il y a toujours des conditions préalables à ça. En fait, de manière générale, on s'attend à ce que les universités, financées à même les fonds publics, contribuent au développement économique, culturel, social et environnemental de la société. On a aussi les gouvernements qui, très sensibles aux attentes et surtout aux demandes de la société et en même temps soumis à des contraintes financières, pressent les universités pour favoriser les recherches orientées vers l'innovation sociale, vers l'amélioration de la qualité de vie. Et je vous dis ça parce que c'est important, on presse vers les recherches orientées. On en parlera un petit peu plus tard de la question de la recherche fondamentale et de la recherche orientée. Ensuite, il y a évidemment toute la complexité dans laquelle on se trouve, qui fait naître chez les individus et généralement chez les groupes des besoins accrus en termes de connaissances, de compétences pour défendre leurs intérêts et assurer leur développement. À ces facteurs s'ajoutent aussi des facteurs internes aux universités, il faut le dire, et c'est très important. Parmi ceux-ci, on retrouve une volonté partagée par les acteurs en recherche de développer une science citoyenne. Et c'est, je pense, là que se situe le vrai enjeu. Comment on fait ça? En menant des travaux de recherche de toute nature, dont on souhaite que les retombées sur le plan scientifique se dédoublent aussi sur le plan social. Quels sont les résultats escomptés? Nombreux et variés. On parle d'éclairer les décideurs en matière de politique éducative,
en matière de politique culturelle, économique ou sociale, enrichir les pratiques professionnelles, améliorer l'intervention auprès de groupes ciblés en termes de priorité, enrayer les discriminations, favoriser l'essor de services ou de programmes mieux adaptés aux groupes qui en ont besoin, alimenter aussi le débat public sur les grands enjeux de l'heure et attirer l'attention sur ce que devraient être ces enjeux. En fait, il n'existe pas de recette unique ou contraignante sur ce qu'est un savoir mobilisable ou ce qu'est un projet de mobilisation. Il n'existe, il faut le constater, qu'une diversité de voies, connues et même inconnues, pour essayer d'y répondre. À ce point-ci, je vais vous parler un peu de l'UQAM. L'UQAM est né précisément de cet appel, de ce besoin de rendre, en fait, on disait, de rendre le savoir accessible à la communauté. C'est dans son code génétique, comme on dit chez nous. L'UQAM est né en 1969 d'un rêve de démocratisation du savoir, d'une plus grande circulation des gens de toutes classes et de toute origine dans l'enceinte du savoir, mais aussi d'une plus grande circulation de l'enceinte du savoir en dehors de l'enceinte du savoir. Dès 1979, l'UQAM a formulé cette exigence en se donnant une politique de service aux collectivités. C'était une approche unique. On identifiait à ce moment-là les syndicats, les groupes de femmes, parce que c'était une question qui était très importante à ce moment-là, et les groupes communautaires comme des partenaires privilégiés. Et on inscrivait dans les rouages même de l'UQAM l'exigence d'un soutien concret, vérifiable, à la mobilisation des connaissances par la promotion, la formation et, bien sûr, on l'accompagnait de création de services, de financement et de dégrèvement. Au fil des années, dans le cadre ou non de cette politique, la communauté uqamienne a fait proliférer plusieurs initiatives citoyennes. Elle a multiplié les formations et les recherches répondant aux besoins du milieu. Elle a offert une diversité de services à la population par le biais de ses cliniques juridiques, ses cliniques psychologiques, sexologiques, l'orthopédagogie, le développement de carrière. Elle a créé et animé des espaces scientifiques et culturels ouverts à tous, comme par exemple le Cœur des sciences chez nous, la Galerie UQAM ou le Centre de design. Mais on peut poser la question, suffisait-il, comme on le dit souvent, de diffuser le savoir, d'offrir des services, de rendre accessibles les arts et la culture? C'est la question que je pose. Ne pouvait-on pas contribuer davantage, autrement, à amener plus loin la mobilisation de la recherche? Dans les dernières décennies, la communauté de l'UQAM a joué un rôle particulièrement actif dans l'exploration de nouveaux partenariats. Des partenariats qui marquaient un second souffle dans son histoire, véritablement ancré dans la société. À quoi je fais référence quand je parle de ces partenariats? Je veux parler des initiatives. En fait, nous, on le fait dans le domaine des études féministes et dans le domaine de l'économie sociale. Je veux parler des initiatives à la fois menées par les universités et le CRSH autour de ce qu'on appelait les alliances recherche-université-communauté. C'était soutenu par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et ce que ça permettait, c'était un peu différent de simplement diffuser, disséminer et ainsi de suite. Ce que ça permettait aux chercheurs, aux praticiens et aux citoyens de, on parle souvent de co-construction, non, co-définir, co-réaliser et co-valoriser la recherche. C'était le but du programme. Et l'UQAM s'est embarqué d'une façon vraiment importante dans ce programme-là. L'UQAM a aussi, parallèlement à ça, mené plusieurs projets avec divers partenaires et a créé une série de centres de recherche qu'on appelle chez nous les centres de recherche innovation, qui s'inspirent du besoin d'appropriation par la communauté de la science. C'est ça qu'il faut parler. J'aime pas beaucoup quand on dit mettre ensemble les recherches fondamentales et les recherches appliquées, c'est-à-dire faire parler les recherches fondamentales et les recherches appliquées. Non. La question est, il faut développer un savoir citoyen, peu importe de quelle nature il est, c'est-à-dire c'est une question de partage du savoir à l'ensemble de la communauté dans laquelle l'université est ancrée. Ce n'est pas un transfert, ce n'est pas une question d'allier une sorte de recherche à une autre sorte de recherche. Tout savoir universitaire est scientifique et il faut développer cette culture de mobilisation du savoir au niveau de la société.
Bon, là, j'ai tout perdu mon texte, mais c'est pas grave. On a fait la même chose au niveau, je vais vous donner un autre petit exemple qui peut peut-être situer le problème. On a fait la même chose au niveau des arts, par exemple. Pensez à Hexagramme, qui n'est pas très, très loin d'ici. Pensez aussi à nos artistes qui se sont installés dans la rue, dans le quartier des spectacles. Et ce qu'ils y font, c'est pas juste des services. Ils font leur travail dans la communauté, ce qui permet à la communauté d'être sensibilisée aux différentes nuances et questions qui, autrement, ne le seraient pas. Et ça, c'est la contribution de l'université d'avoir une approche critique par rapport à ce qu'on fait, de développer les choses avec la société. Donc, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est la même chose aussi quand on parle même des questions comme l'adaptation du logiciel Abracadabra, puis son insertion au niveau des écoles et instituts, ou la redéfinition des services en psychologie, en orthopédagogie. Tout ça sont des activités de l'UQAM qu'elle a fait. Et c'était différent d'au départ, les services aux collectivités. Elle l'a fait carrément dans la société et avec la société, autant sur le plan fondamental que sur le plan appliqué. Et je pense que ça, il faut absolument se le dire, parce que c'est déterminant dans la question de la mobilisation des connaissances. En fait, je ne voulais pas vous le dire, c'est pas écrit dans mon texte, mais j'arrête pas d'y penser pareil. Vous savez, l'UQAM a été créé en 1969 avec une volonté est ancré directement sur la question de la mobilisation du savoir dans son ensemble. Et dans sa propre structure, au départ, qu'est-ce qui faisait différent au niveau de l'UQAM par rapport aux autres universités? C'est qu'on avait créé des programmes qui étaient concrétisés par des modules sur lesquels on invitait les étudiants, les professeurs et la communauté. Au départ, c'était une initiative tripartite et ça voulait affirmer la volonté de cette nécessité-là qu'il faut que l'université soit parfaitement ancrée dans son milieu. Et malheureusement, ça ne concernait que les études de premier cycle et on ne le faisait pas au niveau de la recherche. C'est peut-être faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Et malheureusement aussi, pour une raison que j'ignore et que je ne comprends pas, la partie communauté est disparue des comités de programme. Donc, c'est une question, je pense, à laquelle il faut réfléchir, parce que ça nous permet de parler des conditions gagnantes pour réussir à créer vraiment une société où les connaissances sont mobilisées. Il existe certaines conditions. Je ne regarde pas le temps, ça va-tu bien? Combien? 1 minute. 1 minute? Mon Dieu. Alors, bon, OK. Voilà, je m'excuse. 5, bon, c'est mieux. OK, bon. Excusez-moi. Bon, il existe des conditions gagnantes, des conditions nécessaires. Je vais vous le dire très rapidement. C'est pas très compliqué. Il faut développer une culture du savoir mobilisé. C'est ça qu'il faut faire. Et si vous pensez que c'est très clair et que c'est très bien inscrit, je pense même à l'intérieur même des milieux, ben, je pense qu'il y a du chemin à faire de ce côté-là. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça nous prend après qu'on a développé une culture? Ça nous prend les moyens de la mettre en œuvre. Ça veut dire des budgets, puis ça veut dire du personnel qui vont pouvoir travailler à cette question particulière de mobilisation des connaissances. Et là, M. Labrie, puisque vous êtes avec nous, il faudrait se poser la question, est-ce que les fonds de recherche prennent en compte véritablement cette dimension-là lorsqu'ils attribuent leurs ressources? On pourrait dire la même chose, ce n'est pas juste les fonds de recherche, là. Est-ce que les universités, lorsqu'elles évaluent les gens, les professeurs, prennent en compte le contexte dans lequel on voudrait que ces connaissances-là, même les plus fondamentales, soient développées de façon citoyenne? Alors, on peut accuser les fonds de recherche, on peut accuser les universités. Je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les fonds de recherche et les universités au moment de l'évaluation? Les comités de pairs, les chercheurs. Donc, on a des questions à se poser en termes de mobilisation des connaissances. Ça prenait 3 pages, je l'ai dit dans quelques minutes. C'est pas assez d'avoir des oreilles attentives et des bonnes intentions. C'est pas assez d'écrire des choses sur des papiers. Il faut que ça se transmette par une réalité bien appropriée par l'ensemble de la communauté. À l'UQAM, à chaque fois qu'on a fait ça, ça a vraiment porté fruit. En fait, qu'est-ce qu'on se donnait comme objectif lorsqu'on voulait réussir un tel projet? Parce qu'il y en a, je pourrais vous dire qu'actuellement, où on est rendu l'UQAM, c'est qu'on a un paquet de projets qui nous disent, oui, ça marche, mais on n'a pas d'intégration de l'ensemble de ces choses-là. Et qu'est-ce que quand est-ce que ça marche?
C'est quand on fait un projet dans lequel qui est axé sur le partage des connaissances, le partage des expériences et le partage des données probantes. C'est très important de le souligner. C'est à ce niveau-là que l'Alliance fonctionne. Et la mobilisation des connaissances, c'est tout simplement une alliance et seulement ça, mais tout cela aussi. Bon, comme le temps passe vite, je vais insister sur un dernier point. Quand on se lance dans ce genre de transformation-là de l'université, il faut faire attention. Mobiliser, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et si on veut que ce soit vraiment intégré, il faut vraiment se poser cette question-là. Ce n'est pas une question dans laquelle on veut tellement mobiliser qu'on va accepter n'importe quoi. Il y a quand même des contraintes qu'on appelle éthiques, mais aussi des contraintes épistémologiques puis des contraintes méthodologiques. Une université reste une université et il ne faut pas se transformer en sorte de boîte utilitariste qui va répondre à peu près à toutes les questions sans jamais se poser des questions à un niveau plus fondamental de comment ceci s'intègre-t-il dans un savoir citoyen et peut-il aider la société globalement. L'université a un rôle fondamental au niveau du progrès social et ce progrès-là ne pourra se réaliser que lorsqu'elle peut maintenir cette distance critique par rapport aux demandes de la société. Donc, ça veut dire que la société, l'autre partenaire aussi, il faut qu'ils comprennent que quand on nous pose une question, ben, on réfléchit, ça peut nous amener à poser d'autres questions, ça peut nous amener à remettre en doute la question initiale et on ne doit pas s'accrocher à des projets pour essayer de trouver qu'est-ce qui donne exactement comme résultat en termes de savoir utilisable, mais bien comment il contribue. Et ça, il faut le faire, oui, merci, et ça, il faut le faire de la façon la plus ouverte et la plus partagée entre les disciplines. Et là, je veux aussi amener toute la question, mais là, inquiétez-vous pas, on n'en parlera pas aujourd'hui, de l'interdisciplinarité, parce que c'est comme ça que dans cette panoplie de façons, c'est pas possible qu'une discipline ait la même façon de mobiliser les connaissances que l'autre discipline ou que d'autres types d'interventions selon les besoins sociaux. Tout ça doit se former en un tout cohérent et c'est ça qui est la mission de l'université. En fait, je vous dirais en terminant que ce qui fait qu'une université est une université et qu'elle peut assurer le progrès social, c'est d'abord et avant tout en partageant le savoir. Et le mot « partage », avec tout ce qu'il veut dire, est au centre même de la fonction des universités. Et si nous, les chercheurs, comprenons bien cela, alors tout le monde le comprendra. Merci.